Oui, bonjour. Écoutez, on va passer un petit peu de temps ensemble. Je vais vous présenter le projet Fraude Détection 2. J'enregistre sur tout mon écran qui est une assez haute résolution. J'espère qu'après on verra correctement comment ça va se goupiller. L'idée, c'est que je voudrais prendre un petit peu de temps pour regarder un petit peu les détails du projet. Le projet initialement s'appelait Fraude Détection 1. Et puis il était issu d'un cahier des charges qu'on avait eu lors d'une précédente formation, et ça semblait relativement intéressant puisque d'un côté il y avait la possibilité d'avoir des transactions temps réel qui étaient ici, et puis il fallait simplement détecter si c'était frauduleux ou pas. Alors de cette première architecture qui est disponible sur le site de JEDA, donc on peut la synthétiser comme ça, et si on fait évoluer un petit peu les choses, on va voir un petit peu que moi ça m'arrange de travailler de cette façon là. On va pouvoir s'arranger pour que les différents blocs restent les mêmes mais soient disposés un petit peu différemment, parce que moi bien sûr ce qui m'intéresse c'est d'arriver sur mon architecture, et c'est là-dessus que je vais passer beaucoup de temps au début, et ça me permettra par la suite d'accélérer un petit peu plus au niveau de la mise en œuvre. Donc au niveau de l'architecture, qu'est-ce qu'on observe? D'un côté on a un jeu on a un training dataset qui alimente un modèle qu'on va entraîner. On a des transactions qui vont venir du monde réel, et puis on veut mettre à disposition à des utilisateurs finaux une base de données. Si à un moment donné on détecte des fraudes, on peut quand même imaginer que dans la base de données on va pouvoir signifier si c'était effectivement frauduleux ou pas. Donc quitte à avoir l'information dans la base de données, si on pouvait à un rythme régulier essayer d'aller extraire cette donnée là, on pourrait la réutiliser pour réentraîner le modèle avec des données un petit peu plus récentes. Ceci dit, ça reste intéressant, mais comme on commence à avoir un petit peu de câblage, la première question qu'on va peut-être se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui se déplace, à quelle vitesse, et qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une rupture de liaison. Et c'est ce qui est représenté ici. En fait, on a d'un côté on va avoir des données labellisées avec un petit point rouge qui vont nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Puis d'un autre côté, ici, on va avoir des vraies transactions qui vont arriver. Elles vont être utilisées par le modèle pour nous retourner quelque chose avec une inférence. Ça, c'est le triangle vert. On va récupérer notre inférence, on va la stocker dans une base de données. Mais si par la suite dans la base de données on est capable de décider que c'était effectivement frauduleux ou pas, à la sortie de la base de données, on aura bien stocké toutes les informations, on récupérera une transaction, sa prédiction et sa validité. Donc ces données-là, une fois qu'on aura enlevé la prédiction, qu'on utilisera effectivement la valeur vérifiée, on pourra les utiliser comme jeu de données validées pour réentraîner le modèle, et puis ici avoir ce qu'on appelle en électronique une boucle de contre-réaction, histoire de réguler un petit peu tout ça. Au niveau des vitesses, on peut imaginer que les choses se passent à des vitesses différentes. Si on prend le cas de l'extraction de la base de données, on ne va pas le faire toutes les 2 minutes, on va peut-être le faire 1 ou 2 fois par jour, à la limite on verra en fonction des volumes. On peut imaginer que la lecture des transactions temps réel se fasse à une certaine vitesse, que de la sauvegarde dans la base de données se fasse à une autre vitesse, et puis au milieu, est-ce qu'on va être cadencé par la vitesse numéro 3, la vitesse numéro 1? On voit qu'on a un petit souci, qu'il va falloir un petit peu analyser les choses. Et généralement, quand on a ce type de problème-là en informatique, ce qu'on essaie de faire, c'est de rajouter un niveau d'indirection, c'est-à-dire que on aurait une espèce de consommateur qui consommerait les données pour avoir des prédictions, et puis devant lui, on va mettre une espèce de producteur dont le boulot sera juste de récupérer les données. Mais quitte à avoir ce type de raisonnement-là, essayons d'aller un petit peu plus loin et de se dire, le producteur, lui, prend les données et produit des données qu'il va mettre dans un disque dur, dans un buffer, ok. Le consommateur va lire ce buffer, va faire des demandes auprès du modèle pour avoir des inférences, et puis il va recracher ces données là, et puis il va les mettre dans un deuxième disque dur. Alors en fait, je dis disque dur, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, va être quelque chose d'un petit peu plus évolué, une espèce de buffer, type topic géré par Kafka, enfin au format Kafka et géré par Confluent. Donc on va avoir le moyen d'avoir plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs, d'accord, avec des vitesses différentes. Et on voit que ainsi, on a complètement décorrélé ce qui va se passer au niveau du producteur, qui lui fait lecture
mâchouillage des données et puis enregistrement. Le consommateur, lui, son métier est encore plus simple. Il fait la lecture des données, demande d'une inférence, stockage des données dans le deuxième topic. Le logger SQL, lui, va récupérer les données ici à son propre rythme. Il pourrait prendre des batchs de 10 000, 100 000 données à la fois avant de les stocker dans la base de données. Et puis l'extracteur, lui, il a peut-être un rythme de sénateur et une fois ou deux par jour, il va aller alimenter ce jeu de données validé. Okay. On a un petit souci quand même ici parce que le consommateur qui demande des inférences, il est en liaison directe avec les modèles. C'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus judicieux. Donc ce qu'on s'est proposé de faire, c'est de mettre encore une fois un niveau d'indirection, c'est de dire le consommateur va envoyer une demande de prédiction, le modéliseur va lui répondre, le modéliseur pourra mettre à sa disposition deux types de modèles, selon que on veut travailler avec le tout dernier modèle ou le modèle précédent. On recevra une prédiction. Si jamais on détecte une alerte, si jamais on détecte quelque chose de frauduleux, on pourra se permettre d'émettre une alerte générale. Donc ici on va peut-être envoyer un mail. Et puis ce faisant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a bien décorrélé les aspects, on va dire métier. On utilise un mécanisme, très certainement une API, pour aller faire des demandes à un modèle. Comme ça, les gens qui s'occupent de modèles vivent leur vie et ils ne sont responsables que de produire des modèles. Et moi, du côté des métiers, je suis juste responsable de demander des inférences. Après, chacun fait son métier, chacun se focalise. Maintenant, il est temps de regarder un petit peu comment est-ce qu'on va déployer tout ça. Donc, en fait, le training va être sur un bucket S3, typiquement, on va avoir ça. Les données, on va les récupérer via une API. Tous les composants du schéma ici sont des composants qui sont dockerisés. Tous les composants. Il n'y a aucun composant qui est un bout de code Python qui traîne dans un coin, tout est dockerisé. L'idée, c'est de se dire que à partir du moment où ils sont dockerisés, ils sont complètement isolés, ils sont complètement autonomes. Si demain il faut les multiplier, on pourra toujours le faire. Donc c'est un petit peu l'idée. Même lorsque l'on va faire des tests dessus, le test sera un test qui se fera dans un Docker. Lorsqu'on utilisera un DAG, le DAG se fera dans un Docker. Lorsqu'on va utiliser du Jenkins, ça se fera dans un Docker. Donc si on reprend, si on prend un petit peu le niveau, il y a le point de vue du modèle et des données qui est en haut, d'accord, sur lequel il y aura une attention particulière sur la performance du modèle, voir comment est-ce qu'on peut tester le modèle, tester la validité des données, voir si ça drift ou pas. Et puis au niveau du business, au niveau des métiers, donc moi qui suis responsable de donner à l'utilisateur final une base de données avec des tendances sur la fraude ou pas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais focaliser sur d'autres contraintes qui vont être la qualité ou la capacité à déployer mon code, la capacité à traiter en temps et en heure et la capacité à aller prévenir le GIGN le cas échéant. Mais on voit bien que ce sont deux métiers complètement différents et donc ça c'est ce qu'on va retrouver directement dans l'organisation des projets. On va avoir une partie qui va être modèle et data, une autre partie qui va être business, la partie métier, et à chaque fois dans les deux catégories on aura les opérations, c'est-à-dire le code à proprement parler, ce que j'appelle le care qui est tout ce qui va être maintenance, vérification, validation et test, et puis des drafts, il y en a beaucoup, ce sont des exemples ce sont des prototypes, des exemples que j'ai mis de côté et où j'ai beaucoup appris sur les différentes technos qui étaient utilisées. Okay. Alors maintenant si on regarde un petit peu dans le détail, donc je vous propose de garder ce modèle en tête, parce que ce que je vous propose c'est d'aller voir les différents éléments. Donc pour aller voir les différents éléments, le producteur, on se rappelle, le producteur va récupérer les données et puis il va les mettre dans un topic. Donc son métier est relativement simple. Je tourne dans une image qui va être instanciée en utilisant un script PowerShell qui va faire run app, qui va cacher un petit peu toute la misère. J'utilise un fichier Docker Compose pour bien décrire les opérations à suivre. Et puis à ce moment-là, lorsqu'on va sur Confluent, on voit bien que j'ai des données qui sont sauvegardées avec mes différentes transactions. Okay. Au niveau du modéliseur, c'est-à-dire celui qui va retourner le résultat des courses quand on va lui demander de faire des inférences, lui aussi il tourne dans un Docker, donc c'est exactement la même architecture, tout le monde le code bien sûr varie, mais je vais cacher
je vais le cacher derrière une fast API, donc pour lequel j'ai une page de garde. Et sur la page de garde, comme il y a beaucoup de données à échanger, ben, j'ai fait deux exemples où il suffit de copier-coller. Après, on clique sur Go to API et à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller jouer. On va pouvoir venir tester et puis avoir des résultats. Donc, il y a différentes fonctions. Par exemple, il y a une fonction qui me permet de récupérer quelle est la version du modèle en cours. Et puis, il y a une autre version qui va me permettre de switcher le modèle entre le dernier modèle et l'avant-dernier si jamais j'ai un problème de qualité au niveau du modèle. Ok, bon, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau du consommateur, on se rappelle le consommateur, donc il récupère les données du topic, il fait faire des prédictions et il stocke ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il a un métier qui est relativement simple. Donc, en fait, en termes d'illustration, on voit simplement que dans le topic 2 qui est sur Confluent, on crache des données avec les prédictions, enfin les inférences qui sont issues du modèle. Ok. Au niveau du logger SQL, le logger SQL, c'est un composant qui lui aussi est dockerisé. Il a deux choses. Ce que je vais démontrer ici, c'est deux choses. Je vais montrer d'abord comment ça se met en route parce que tout simplement son métier c'est d'aller lire dans le topic 2 et d'aller sauvegarder dans une base de données. Mais en plus, j'ai utilisé Jenkins pour mettre en route des tests qui sont automatisés à chaque fois que, par exemple, je fais un push sur GitHub. Donc à partir de ce moment-là, 5 minutes après, on va voir s'il y a des différences. Et s'il y a des différences dans un conteneur qui est exactement le même, mais un petit peu équipé en plus pour pouvoir faire des tests, on va dérouler une batterie de tests. Donc ici, on va aller voir déjà la première des choses, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a dans notre base. On lance notre log, bon, il se déroule, puis ça nous génère un fichier HTML. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que donc ici, on voit bien que au niveau de Jenkins, je vais utiliser une image et un composant qui va me permettre d'aller faire un Docker Compose, mais je vais lui demander de faire la série test, donc de tester le composant Python et non pas d'exécuter l'application. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'issue à l'issue de l'exécution dans Jenkins, comme les données vont être perdues vu que je suis dans un conteneur, je crée un fichier zip avec l'ensemble des résultats des courses, et quand je dézip et que je reprotège, que je dézip tout ça sur mon disque dur, je retrouve l'ensemble des tests que j'avais tout à l'heure. Donc c'est exactement la même chose. Le truc, c'est que bon, c'est un petit peu rock'n'roll au niveau de Jenkins pour jouer avec ça, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles quand on décide de travailler avec des conteneurs, mais au moins je suis complètement indépendant du reste. Le extract SQL, donc le extract SQL, c'est je vais dans la base de données une ou deux fois par jour, je vais extraire les données, et ça on a décidé bien qu'il soit dans un conteneur, de le faire se dérouler dans un DAG Airflow. Donc comment ça se goupille? J'ai mon répertoire avec les différents éléments, avec à chaque fois mes composants, et puis au niveau de Airflow, je vais avoir mon extracteur qui va être ici, je vais l'invoquer, le Docker, le conteneur va envoyer les données, et il va envoyer les données sur un S3, et on voit que par exemple dans le cas que j'avais fait tourner ce matin, lorsque j'avais fait les tests pour faire les captures d'écran, on voit bien que le fichier était mis à jour avec plus ou moins de données. Okay. On a aussi une analyse en drift, donc c'est la mise en surveillance du modèle. Alors le drift, moi j'étais parti sur l'idée que je n'allais pas le faire de manière continue, mais peut-être une ou deux fois par jour, c'est pas la peine de s'affoler. Donc j'ai plusieurs éléments, soit je peux faire le fonctionner en mode local ou directement dans Jenkins. Donc ce que je vais vous montrer, c'est le résultat des courses lorsqu'on le fait travailler dans Jenkins. Donc en fait ici c'est un peu ridicule, mais on utilise Jenkins comme un cron de luxe. Donc comment ça se goupille? Je vais lancer cette tâche là. Il va m'envoyer un mail, encore une fois, avec son rapport, et dans le mail, en fait, il me dit d'aller cliquer sur un lien. Donc le mail est généré, et puis il me dit d'aller chercher exactement sur cette date là. Donc quand je vais quand je clique sur le lien, j'arrive sur une page HTML qui se présente comme ça, et puis lorsque je clique sur le lien, j'arrive sur cette page là. Donc moi ici je vais, et le serveur là il est disponible, il tourne sur Heroku, et quand je vais sur la page de garde de ce serveur ici, j'ai un calendrier qui me permet de voir les différents tests. Donc là ici on retrouve le test que j'avais fait ce matin pour voir si ça fonctionnait encore, et puis le test d'avant, et puis bon à un moment donné on retrouve les différents tests. Ok, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que
Ça tourne au niveau de Jenkins, c'est Jenkins qui est le maître du temps, mais au moins les rapports, ben, ils sont sauvegardés sur un serveur qui est sur Heroku. Il y a un point dont on n'a pas du tout parlé, c'est le modèle. Donc le modèle, j'ai dit que tout se faisait dans des conteneurs. Les conteneurs, ça sous-entend qu'on a des images, mais selon que l'on va faire par exemple une image avec du sklearn ou une image avec du TensorFlow, on peut quand même imaginer que les images soient un petit peu différentes. Donc c'est un petit peu ce qui est expliqué ici. Il y a toute une méthode avec pas mal de classes qui ont été créées, puis des templates de code. Hein. Le plus petit code d'entraînement doit faire une vingtaine de lignes, mais quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'on ait une image pour exécuter le code. Donc ça, c'est la première chose. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du training, encore une fois, hein, le training le plus simple qu'on puisse avoir avec génération d'artefacts et tout, hein, quelque chose qui va balancer des données sur MLflow Tracking Server, ça va faire une vingtaine de lignes. Donc voilà. Sinon, moi ici, je vais avoir toujours pareil, toujours la même méthode. Hein. Je vais avoir un run training et puis on va utiliser un ML project parce que le ML project me permet d'embarquer mon conteneur et mon code dans mon conteneur, donc ça c'est plutôt bien. Et puis après on va envoyer les données sur un MLflow Tracking Server qui est directement sur Heroku, et ça va nous permettre de gérer deux choses: les experiments et les modèles. Donc les expériments, on aura peut-être voir différents modèles avec différents runs que l'on aura pu exécuter. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de tags et de données. Par exemple, on sait exactement sur quel OS a été fonctionné, qui était l'auteur, quels étaient les temps, parce qu'on pourrait se dire tiens, à performance égale, je vais peut-être prendre celui qui est le plus rapide. Donc comme on peut interroger MLflow pour récupérer les modèles, on peut le faire. Et puis il y a des artefacts, hein, donc ici j'ai deux trois images qui sont sauvegardées, et puis on retrouve les modèles que l'on récupère au niveau du modéliseur. À un moment donné, quand le modéliseur demande à MLflow dis-moi quelle est ta dernière version et quelle est l'avant-dernière version, c'est exactement ça qu'on fait, c'est exactement ça qui est présenté. Il y a un grand philosophe du machine learning, hein, Rémi en l'occurrence, qui a dit que en fait un projet de machine learning c'était d'abord une bonne EDA. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a une EDA qui existe, et il y a un notebook qui existe dans le dossier. Il y a du feature engineering, j'en ai fait un petit peu aussi. Il y a un premier modèle de base qu'on utilise, c'est histoire de vraiment tester, c'est le premier goût qu'on va avoir. On va être critique sur nos métriques, hein, c'est pour savoir si ça va dans le bon sens, mais c'est un petit peu moins l'objet de ce projet-là. Après, une API, j'en ai vu, hein, c'est vraiment ce qui nous permet de partager un petit peu les données entre les gens de l'équipe, on va dire modèle et data, et les gens des métiers. Et enfin, la grosse partie de ce projet-là, qui était tout ce qui était déploiement et monitoring, où là, pour le coup, on mettait en surveillance, et avec des différentes vitesses, avec différentes technos, des composants qui étaient répartis à droite et à gauche. La clé du projet, pour moi, c'était d'abord la qualité de l'architecture. Avoir les idées très très claires, et entre autres au niveau de la boucle de contre-réaction, ça c'était important. Le deuxième point, c'était de tout conteneuriser. Ça n'a pas été toujours simple parce que Airflow est très très sensible à ce niveau-là. Ça s'est pas bien passé. J'ai passé un nombre d'heures beaucoup trop important là-dessus parce que Airflow faisait pas le boulot, malheureusement. Mais sinon, bon voilà, je pense que j'ai appris des choses tous les jours et c'était relativement intéressant. Je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter cette présentation ici. Allez, merci, au revoir.